Année. Alors le sujet que tu m'as proposé, Olivier, de traiter, c'est quand même un sujet relativement difficile et même quelque peu glissant. Alors, je vais essayer de le faire de la meilleure manière possible et puis vous n'hésiterez pas évidemment à m'interroger pour demander des précisions si jamais je n'ai pas été suffisamment clair. Bon, d'une certaine manière, vous le savez, il y a quand même dans l'historiographie cette grande idée qui court, qui est lancinante et qui personnellement m'exaspère, selon laquelle, eh bien, en France, c'est l'État qui aurait fait la nation, et tandis qu'en Allemagne, naturellement, c'est la nation qui aurait accouché de l'État. Alors cette dichotomie est parfaitement manichéenne. Il me semble quand même qu'en fait, il y a dans toutes les histoires nationales une interaction, une réciprocité entre les deux phénomènes. Hein. C'est parce qu'il existe une communauté bien que le pouvoir royal en France a pu exister, a pu se pérenniser, et en même temps, c'est parce que le pouvoir royal a existé bien qu'il a réussi à unifier des entités qui, proches, avaient pour autant des diverses spécificités. Je vais dépasser un tout petit peu les bornes de temps en temps, les bornes chronologiques, pas les bornes morales naturellement, puisque bien évidemment je vais me concentrer sur le Moyen-Âge, mais à l'occasion j'évoquerai quelques exemples de l'époque moderne. Je pense que c'est d'autant plus légitime qu'en termes d'histoire politique et institutionnelle, en fait, la césure se situe au XIIIe siècle, c'est-à-dire au cœur même de cette époque médiévale, et non pas au XVIe siècle. Vous savez, la partition chronologique, la répartition de l'histoire en 4 grandes périodes historiques, elle date, grosso modo, du milieu du XIXe siècle, et elle est à la fois fondée sur des événements qui justifient cela, 476, Romulus Augustule, bon d'accord, très bien, mais c'est réel. 1453, la fin de la guerre de 100 ans et la chute de Constantinople, évidemment ce sont des événements réels. Mais en même temps, je dirais, ces partages chronologiques, ils sont quand même le signe d'une certaine orientation, d'un certain choix idéologique. Faire un grand Moyen-Âge de 10 siècles, évidemment encadré par l'Antiquité chatoyante, et de l'autre côté, la Renaissance. Je ne parlerai pas de ça, c'est un sujet qui m'intéresse, mais on n'en a pas le temps ce soir. Évidemment, ça laisse entendre qu'entre les deux, il n'y a qu'une période d'obscurantisme, on l'a déjà dit, la lampe à huile, comme disait Michel Villet, pour rire. Alors, je vais égrener un certain nombre de points, un certain nombre d'exemples sur lesquels vous pourrez m'interroger si vous voulez que je les développe un petit peu, et naturellement je vais prendre des exemples qui montrent l'articulation, l'interaction entre entre le pouvoir royal et la nation. Il me semble qu'on peut essayer d'organiser ce propos en 2 points. Un corps social trouve son unité par rapport à l'altérité et d'une certaine manière dans l'adversité, ça sera la première partie. Et puis un corps social trouve également son unité en lui-même par son ontologie. La France, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, la France face à l'altérité. 3 angles pour traiter cette question, 3 enjeux. La fracture religieuse, le facteur religieux, le facteur institutionnel et le facteur territorial. Pour ce qui concerne le facteur religieux, il va de soi évidemment que, non pas tout commence, mais tout se cristallise, bien sûr, lorsque les Mérovingiens, Clovis d'abord vis-à-vis des Visigoths, les fils de Clovis vis-à-vis des Burgondes, réussissent la réunification de la Gaule romaine, ça n'était pas gagné, réunification de la Gaule romaine au nom et pour le compte du catholicisme, en particulier évidemment contre l'arianisme. Le corps social est donc bien doté d'une identité religieuse, c'est ce qui se synthétise par l'expression baptême de Clovis, baptême de la France.
Cette question, évidemment, de l'identité religieuse, elle revient bien des siècles après, avec, bien sûr, les croisades. Les croisades, c'est pas que contre l'Orient, c'est aussi en Occident même, contre, notamment, par exemple, les Albigeois, mais c'est aussi, évidemment, la question des guerres de religion. Et vous le savez bien, là, pour le coup, ce n'est pas un sujet que Martin Aurèle a abordé, mais qui, moi, m'intéresse particulièrement. Est-ce que l'unité du royaume, eh bien, peut se maintenir malgré la division religieuse? C'est la position du chancelier Michel de l'Hôpital, qui influence Catherine de Médicis, c'est la position de ceux qu'on appelle les politiques. Contre cette position-là, il y a ceux qui considèrent que l'unité politique ne peut être maintenue que grâce à l'unité religieuse. C'est la position de la Ligue, de mon cher duc de Guise, du duc de Mayenne, son frère qui lui succède. C'est la position qui finalement l'a emporté. Et bien tout simplement, on le voit bien avec le principe des édits de tolérance, de pacification et de tolérance. Qui dit tolérance dit acceptation temporaire de ce que l'on considère être un mal, et donc effectivement c'est bien le fait que le corps social doit retrouver son unité religieuse. Il est inscrit dans le principe même du fameux édit de Nantes que cet édit doit être à terme révoqué, et puis évidemment c'est la catholicité intrinsèque et absolument impérative du roi. Là, je me suis un peu éloigné de notre époque médiévale. Malgré cette identité religieuse, il n'empêche que, eh bien, il y a eu des tensions entre l'Église et l'État, ou pourrions-nous être plus précis en disant plutôt entre le Saint-Siège. C'est l'ambition gallicane qui s'affirme dès la fin du XIIIe et le début du XIVe siècle, le fait d'essayer d'une certaine manière de construire une Église nationale qui est certes intégrée doctrinalement à l'Église universelle, mais qui a ses spécificités d'organisation protégée, mais qui bénéficie évidemment, protégée par le pouvoir royal et qui bénéficie à ce pouvoir royal. Ce gallicanisme, il ressurgira régulièrement et au cours de l'époque moderne, malgré le fameux Concordat de Bologne de 1507. Et puis évidemment sur la question religieuse, je ne vais pas être très long pour terminer sur ce point, il va s'en dire naturellement que, eh bien, face dans l'altérité, puisque c'est l'angle que j'ai choisi pour cette présentation, il y a bien évidemment la croisade. Alors la croisade, elle ne concerne pas le royaume de France, ou les croisades plutôt, ne concernent pas le royaume de France stricto sensu, ça concerne évidemment la chrétienté latine, croisade qui est donc à la fois, ça a été d'une certaine manière dit, même si j'utilise des termes un peu différents, à la fois une expédition militaire et un pèlerinage expiatoire. Deuxième angle, le facteur institutionnel. C'est l'attention, alors là pour le coup on est vraiment au cœur des travaux, disons en lien avec les travaux de Martin Aurèle, l'attention entre le royaume et l'empire. Et l'empire, bien sûr, c'est avant tout une notion géographique, c'est ce qui justifie par exemple que, eh bien, un médiéviste comme Bruno Dumézil, je ne sais pas ce que tu penses de ses travaux, d'accord, voilà, très bien, c'est parfait. Il parle de l'empire mérovingien, alors qu'il n'y a qu'un roi, il n'y a pas d'empereur mérovingien, mais il parle d'empire mérovingien, ce qui évidemment complique les choses du point de vue des étudiants, parce que évidemment, ils vont parler de l'empire mérovingien, mais et donc du coup, pour eux, il y a un empereur. Mais non, il y a un roi, mais il n'y a pas d'empereur. Donc l'empire, c'est d'abord au sens géographique du terme, et dans le monde classique, que ce soit l'Empire romain, que ce soit l'Empire carolingien, eh bien, c'est ensuite eh bien, une entité politique, avec un aspect institutionnel. Cet empire au sens géographique du terme, c'est ce qui permet à Martin Aurèle, effectivement, de parler de l'empire plantagenet, alors même qu'évidemment, il ne s'agit là que de fiefs, n'est-ce pas, qui sont rattachés in fine, alors qu'à un moment donné, ça a bien failli déraper, hein, puisque, vous le savez, le trône d'Angleterre avait été usurpé. Bon, finalement, Henri Plantagenet récupère le trône d'Angleterre, et grâce évidemment au mariage avec Aliénor d'Aquitaine, eh bien évidemment, il a tout l'ouest,
quasiment tout l'ouest de la France. Bon, en tout cas, pour ce qui concerne la France, qui est mon sujet à moi, eh bien, cet empire, évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement important. D'une certaine manière, il y a eu, je dirais, c'est un peu le leitmotiv, c'est un peu, je dirais, l'obsession à l'époque médiévale d'essayer de retrouver cet empire romain disparu. Dans un premier temps, évidemment, le royaume eh bien, va tendre vers l'Empire, hein, et ça aboutit, in fine, vous le savez, avec les Carolingiens au couronnement impérial de Charles Ier. Après le traité de Verdun, qui malheureusement disloque cet empire carolingien, il le disloque à double titre, il le disloque au sens géographique du terme, mais aussi par la suppression de la subordination des deux frères cadets à leur frère aîné, eh bien, après le traité de Verdun, Charles le Chauve, le nôtre, eh bien, va ceindre, mais pour une période extrêmement courte, la couronne impériale en 877, et ensuite cette couronne, eh bien, elle tombe en désuétude. Vous le savez, et Yves Sassier n'est pas, malheureusement parmi nous, il ne pouvait pas l'être, mais il aurait eu évidemment toute sa place, et peut-être plus que moi encore, vous le savez, il y a dans l'élection de Hugues Capet en 987 une ambiguïté, et il y a notamment l'hypothèse évoquée par Yves Sassier qui est de dire, finalement, le parti ecclésiastique préfère un prince territorial au dynaste carolingien, parce que dans leur idée d'essayer de restaurer l'unité de la chrétienté occidentale, un prince territorial pourrait accepter de rentrer sous l'autorité de ce nouvel empire qui vient de naître en 962, de cet empire saxon, alors qu'évidemment, un dynaste carolingien descendant de Charlemagne ne pourrait tout de même pas accepter de devenir un roi subordonné bien, de ce nouvel empire. Donc, dans l'élection du Capet, il y a peut-être cette ambiguïté, il y a peut-être cette hypothèse. Bon, en tout cas, nous le savons, c'est à l'une des périodes qui est centrale dans l'œuvre de Martin Aurèle, qui est évidemment la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle, que, si vous me permettez cette expression un peu familière, eh bien, le sort en est jeté, ou du moins le match est plié, avec les décrétales per venerabilem d'Innocent III, là du coup c'est toi qui es spécialiste de la question, eh bien, là, désormais, il est clair, le roi, eh bien, le roi de France n'a pas de supérieur au temporel. C'est une incise évidemment délibérément faite par le pape, parce que la décrétale en question n'a strictement rien à voir avec les questions politiques, c'est une question de légitimation d'enfants bâtards. Bon, passons, c'est pas le sujet. En tout cas, il est clair que c'est l'indépendance du royaume vis-à-vis de l'Empire est assurée. Alors ça ne veut pas dire que ça va disparaître de l'histoire de France, car vous le savez bien, dans les faits politiques, et en particulier à l'époque moderne, eh bien, les rois vont chercher à résister à l'encerclement territorial que la maison de Habsbourg, qui règne et à Madrid et à Vienne, évidemment, chercherait à essayer d'exercer. C'est bien sûr la lutte contre Charles Ier d'Espagne, devenu l'empereur Charles Quint, c'est évidemment Richelieu qui entraîne la France, subrepticement d'abord, puis officiellement, dans la guerre de 30 ans. Troisième point, j'essaye d'aller relativement vite, parce qu'au début, je me disais que j'avais pas grand-chose à dire, et en fait, ça devient de plus en plus long, le facteur territorial. Et ça, ben là aussi, évidemment, c'est au cœur même de l'œuvre de Martin Aurèle, puisque c'est, eh bien, tout simplement, eh bien, la question des relations de la royauté avec la féodalité. Par différentes étapes qui s'égrènent entre le XIe et le XIIIe siècle, le pouvoir royal va réussir à résister, puis ensuite à s'imposer à la féodalité pour devenir enfin empereur en son royaume, le roi empereur en son royaume, formule qui est utilisée en interne face à la féodalité, bien avant qu'elle ne soit utilisée dans les relations internationales. Alors ça se fait par l'idée de mouvance, à l'abbé Sugère. Martin Aurèle disait l'abbé Suger. Je trouve ça plus élégant de dire l'abbé Sugère. Bon, donc l'idée de mouvance, n'est-ce pas, il y a un éparpillement territorial, oui, mais les différents fiefs sont imbriqués les uns dans les autres, donc en fait, il y a bien l'existence d'un royaume. Deuxième étape, le roi, eh bien, ne doit pas être, n'est pas intégré à cette hiérarchie féodo-vassalique, ça aboutit à l'adage « le roi ne tient de personne », donc du coup, il peut être à la tête
de la féodalité. Et enfin, troisième étape, et ça se situe au XIIIe siècle, alors là, pour le coup, c'est les enfants d'Aliénor d'Aquitaine et d'Henri II qui sont directement concernés, en particulier, évidemment, le fameux Jean Santerre, puisque le roi de France, lui, va réussir à faire que le droit féodal ne lui soit plus opposable. Il est désormais à la tête du royaume, c'est le roi souverain. L'affaire, évidemment, la plus connue, et ça, c'est les travaux du maître de Martin Aurèle, c'est Georges Duby, c'est le fameux Dimanche de Bouvines, c'est lorsque Philippe II réussit, Philippe II dit Auguste, après justement la bataille de Bouvines, Philippe II réussit à s'affranchir, n'est-ce pas, du droit féodal. Il fait un appel direct à l'ensemble de la chevalerie, ce qui normalement n'est pas possible. Le principe féodal, c'est le vassal de mon vassal n'est pas mon vassal, puisqu'il y a des relations interpersonnelles entre le seigneur et son vassal, mais pas avec les autres degrés de la hiérarchie féodale. Il réussit à faire un appel direct à l'ensemble de la chevalerie, qui répond à cet appel, chevalerie à laquelle se sont même associées des milices communales, ce qui montre bien qu'il y a, en ce début du XIIIe siècle, eh bien, un sentiment d'appartenance à un corps politique, bien au-delà des fiefs, et évidemment une entité politique qui cherche à assumer son autonomie. L'objectif de la royauté, enfin, et bien sûr, dans cette lutte contre la féodalité, c'était d'abord, évidemment, eh bien, devenir le plus grand seigneur par les mariages, par les successions, devenir le plus grand seigneur, devenir plus puissant que les autres pour imposer un certain rapport de force. Et à ce titre, évidemment, la comise des terres de Jean, eh bien, fait qu'il récupère la Normandie, la Mayenne, l'Anjou, le Poitou, l'Aquitaine. Bingo, c'est sûr qu'évidemment, là, il devient incontestablement le plus grand des seigneurs. Malheureusement, il n'a pas récupéré Jersey et Guernesey. Ce qui nous permettrait, n'est-ce pas, d'avoir un casus belli avec les Britanniques, si jamais vous en cherchez un. En voici un. Et puis, évidemment, deuxième objectif, eh bien, c'est-à-dire de la part du roi, dans cette lutte contre la royauté, contre la féodalité, pardon, eh bien, faire coïncider le plus possible les limites du domaine de la couronne avec les frontières du royaume. On sait bien que cela ne sera atteint qu'à l'époque moderne. Bien. Écoutez, j'ai noté d'autres choses, mais que l'on va sauter. Deuxième partie, elle va être relativement courte, eh bien, la France dans son ontologie. Trois angles, trois facteurs, trois enjeux, l'enjeu politique, l'enjeu social et l'enjeu culturel. Pour ce qui concerne le facteur politique, la première des choses qui peut être notée, c'est que, et là je parle sous le contrôle amical de Michel Fauquier, on sait très bien que le pouvoir tel qu'il va se mettre en place lentement, notamment sous les dynasties franques, va consister dans une imbrication, n'est-ce pas, dans une combinaison d'une conception plutôt romaine et l'autre plutôt germanique, une plutôt fondée sur les liens personnels, une plutôt fondée sur l'aspect institutionnel. Bien, c'est le premier aspect des choses. Deuxième élément, me semble-t-il, important pour voir cet aspect politique, eh bien, quelles que soient les dynasties, ce qui manifeste véritablement la légitimité du pouvoir, c'est son exercice. C'est-à-dire c'est la finalité dans laquelle ce pouvoir est inscrit, ou qu'elle vise. La finalité que ce pouvoir vise. Et ce n'est que d'une certaine manière, même si c'est concomitant, mais dans un deuxième aspect des choses, qu'une légitimité d'origine s'y ajoute. L'origine par le lignage, alors là on retrouve toute l'importance des travaux de Martin Aurèle, le principe héréditaire d'une certaine manière. Si on a une hérédité du pouvoir, c'est parce qu'il y a une hérédité des vertus, ce qui était très présent chez les Grecs, c'était présent chez les Romains, chez les Germains, mais qui était relativement absent chez les Romains. Et puis évidemment, la légitimité d'origine, au-delà même et au-dessus même de la question du lignage humain, c'est l'origine divine et c'est l'introduction du sacre, de la cérémonie du sacre, à partir de 751.
La recherche de cette stabilité du pouvoir a été parfois, il faut bien le dire, chaotique. Sous les deux premières races de rois, eh bien, tous les fils, vous le savez, étaient susceptibles de succéder. Ils ont pourtant quand même cherché quelque peu à essayer comment dire, de limiter les dégâts de cette pratique, de cette coutume, par ce qu'on appelle la succession sans représentation, qui a eu des difficultés à s'appliquer, en particulier parce qu'il y a des guerres intestines, parce qu'il y a des assassinats. Mais enfin, cette succession sans représentation finit par s'imposer chez les Carolingiens. Et puis enfin, les Capétiens, eux, passent un cran, puisque pour assurer la stabilité du pouvoir, la primogéniture, qui était déjà d'une certaine manière en gestation chez les derniers Carolingiens, eh bien, elle s'impose véritablement. Et c'est ce qui permet, grâce à ce qu'on appelle le miracle capétien de 987 à 1316, où il y a toujours eu un fils en âge de régner, donc pas de régence, donc pas d'affaiblissement du pouvoir, ça permet effectivement cette stabilité. Les règles de l'évolution du trône qui vont émerger, eh bien, on le sait bien, sont essentiellement de nature coutumière. Alors là, je suis intarissable sur le sujet, je peux faire 2h30, rassurez-vous, je ne vais pas le faire, mais c'est très important de comprendre que ce que l'on appelle par erreur les lois fondamentales, parce que loi fondamentale, ça laisse entendre, je dirais, l'idée d'une volonté, d'un acte rationnel. Bon, ce sont des coutumes. Le premier à avoir utilisé le terme de loi fondamentale, qui malheureusement a été repris dans un texte normatif royal de l'époque moderne, c'est Théodore de Bèze, c'est-à-dire le représentant de Calvin en France. Eh oui, et donc voilà, la nature juridique des règles d'évolution du trône, ce sont des règles coutumières qui ne sont pas issues d'une volonté d'un clan ou d'un autre, mais qui finissent toujours par s'imposer. Et naturellement, je ne peux pas ne pas évoquer ici, parce que c'est évidemment un point essentiel pour comprendre cette coagulation du corps social en lien avec l'idée de la royauté, c'est la nullité du traité de Troyes de 1420. Qu'est-ce que c'est que ce traité de Troyes de 1420? C'est d'une certaine manière la reine Isabeau de Bavière qui impose à Charles VI, dit le fou, eh bien, un traité avec les Anglais par lequel on va trouver, pour mettre fin à la guerre de 100 ans, un compromis féodal. C'est pas bête d'ailleurs, d'un point de vue féodal, d'un point de vue purement féodal, c'est très loin d'être bête. On va marier Catherine de France, donc la fille d'Isabeau et de Charles, au roi d'Angleterre Henri V, et leur fils sera et roi d'Angleterre et roi de France. D'un simple point de vue féodal, c'est pas bête, sauf que la couronne de France, elle est indisponible. La couronne de France, c'est une chose publique, et par conséquent, effectivement, on ne peut pas autoriser cela. Le roi ne peut pas choisir son successeur, et la nullité qui est affirmée par les juristes du traité de Troyes de 1420, plus naturellement l'intervention de Jeanne d'Arc, et bien tout cela montre bien qu'il y a cette autonomie du royaume et cette coagulation, encore une fois, cette interaction réciproque entre la question de la royauté et la question de la nation. Deuxième élément, le facteur social. Alors, là, évidemment, c'est la question de la tripartition fonctionnelle. Vous savez bien que face à l'éperpillement territorial qui s'est accéléré au XIe siècle, des auteurs ecclésiastiques se sont interrogés sur l'état et l'organisation de la société, en particulier grâce d'une certaine manière à la théologie, un Dieu en trois personnes, ils en sont arrivés à l'idée que une société était organisée en trois fonctions hiérarchisées, mais complémentaires et indissociables, comme le sont les organes vitaux d'un corps humain. Alors, du coup, le roi, le roi souverain est à la jonction de ces trois ordres, ce qui explique, me semble-t-il, trois choses. Premièrement, la propension au gallicanisme. Ben oui, si le roi est à la jonction des trois ordres, il est d'une certaine manière au-dessus de l'un de ces trois ordres, le premier d'entre eux, le clergé. Sa souveraineté doit s'exercer sur l'ensemble des institutions présentes sur le territoire. Deuxième aspect des choses, je ne le développe pas, mais ça fait partie de mes obsessions en ce moment, la lutte de la royauté contre la prétention de la noblesse d'être une aristocratie.
hein. Il y a bien en France une noblesse issue du concept romain de la noblesse, mais en aucune manière une aristocratie. La féodalité a tenté d'en être une, les parlements ont tenté d'en être une, mais il est clair que la noblesse est une fonction publique. Alors pardon, hein, je veux heurter personne, mais dans le fond c'est ça. La noblesse, c'est la haute fonction publique. Hein, et cette haute fonction publique, eh bien, elle va être spécialisée entre le XIIIe et le XVIe siècle, petit à petit, entre la fonction publique militaire et la fonction publique judiciaire. Noblesse de robe longue, et j'ai terminé dans une minute. Troisième aspect des choses, eh bien, le roi qui est à la jonction des trois ordres, c'est un accès direct, eh bien, au roi pour le tiers-état. C'est l'idée de la justice retenue. Ce sont tous les textes normatifs pris par le roi qui sont pris sur requête, et non pas donc motu proprio, et puis c'est l'extension du conseil du roi dans le cadre des assemblées notables et des états généraux. Et je termine avec ce dernier point, le facteur ethnique et culturel. Alors, là aussi, c'est important, peut-être de le noter, il semblerait que la science aujourd'hui, la science historique, en arrive à l'idée de l'indifférenciation celto-germanique, outre que les Germains qui sont arrivés, n'est-ce pas, entre le 3e et le 5e siècle étaient relativement peu nombreux, hein, les travaux de Lucien Musset, alors peut-être qu'ils datent un peu, ça, mais en tout cas, nous montrent que ce sont quelques dizaines de milliers de personnes, hein, semble-t-il 150 000, hein, les Germains c'est 150 000 personnes, donc en plusieurs siècles, c'est quand même pas grand-chose. Et puis, effectivement, ils ont les mêmes, les Celtes et les Germains sont deux rameaux ayant une même origine. Ensuite, évidemment, il y a un imaginaire commun. Alors là, bien sûr, je ne fais qu'une allusion très rapide, notamment par exemple la geste arthurienne. Je ne parle que de la geste arthurienne parce que, encore une fois, c'est le lien nation-royauté qui m'intéresse ici. C'est je n'arrive pas à me relire. Oui, c'est la renaissance récurrente de la question de la romanité. Hein. C'est bien sûr l'Empire carolingien qui combine l'aspect germanique, l'aspect chrétien et l'aspect romain. C'est le corpus juris civilis ramené par les croisades, n'est-ce pas, qui permet de connaître l'intégralité du droit romain. On le connaissait essentiellement par le Code théodosien, on le connaît également grâce aux compilations justiniennes. C'est bien sûr le fait qu'il y ait une langue commune, c'est l'édit de Villers-Cotterêts, hein, la justice doit être rendue en langage maternel françois, c'est-à-dire que l'État cherche à avoir sa propre langue face à la langue de l'Église qui était le latin, et évidemment pas pour niveler les langues locales, on n'est pas sous la Troisième République. C'est, alors là, un point absolument essentiel, je prends une demi-minute quand même pour le dire, c'est cette chose si importante qu'est le droit commun coutumier. Vous savez que Charles VII ordonne, ça ne se fait pas tout de suite, la rédaction officielle des coutumes. Une fois que ces coutumes sont rédigées, je vous passe comment ça se fait, parce que ça se prend plus d'un siècle, les coutumes sont rédigées, on peut désormais les lire, on peut désormais les comparer, et on peut constater que malgré les divergences, les spécificités des différentes provinces, il y a ce qu'on appelle un droit commun coutumier. Il y a une pratique sociale, une vie sociale, un mode de vie qui est commun à l'ensemble du royaume. C'est ce droit commun coutumier, complété par un peu de jurisprudence du Parlement de Paris, par un peu de droit romain, qui va nous donner des grandes ordonnances de codification de Louis XIV et de Louis XV. Comment conclure avec une petite provocation supplémentaire ? Sinon ça ne serait pas drôle. C'est parce qu'il y avait la France entité sociale qu'il a pu y avoir un roi. C'est parce que, eh bien, il y a eu des rois que la France a pu être maintenue. Faut-il en conclure que la France se défait sans roi? C'est en tout cas plutôt mon avis. Je vous remercie. Je te remercie pour l'ensemble de cette... de mon œuvre, c'est ça? Oui. Comme on dit dans le milieu universitaire, roborative. Je te remercie pour cette petite perle finale. Oui. Ça n'aurait pas été toi si tu ne l'avais pas fait. Ben voilà. Donc, je t'en remercie avec... circonspection, en disant que les propos n'engagent que ceux qui les tiennent et pas l'institution dans laquelle il enseigne. Voilà.
Donc, ce qui est merveilleux, je pense que vous l'avez compris, même si j'ai obligé un peu Guillaume Bernard à accélérer sur la fin, Guillaume Bernard nous a fait en 35 minutes, 40 minutes, un panorama absolument incroyable de l'évolution des systèmes, des entités politiques, des rapports entre la nation, la royauté et l'État, sur 10 siècles, et même un peu 12 siècles, parce qu'il est allé jusqu'à l'époque moderne. Et donc, il vous a résumé à peu près 30 heures de cours de l'ICES en l'espace de 40 minutes. Donc, s'il y a des étudiants de l'ICES, vous pouvez ne plus aller à ces cours pendant les mois qui viennent. Vous avez eu tout ce qu'il fallait. Donc, merci pour ce travail absolument remarquable. Alors, je pense qu'on ne va pas multiplier les questions, mais peut-être que sur ce panorama absolument considérable et qui se base, vous l'avez bien senti, sur les travaux de Martin Aurèle, peut-être que l'un d'entre vous, l'une ou l'autre d'entre vous veulent réagir, demander un éclairage plus particulier ou évoquer quelque chose qui est lié à ce qu'a développé Guillaume Bernard. Je m'adresse peut-être particulièrement aux étudiants, mais pas forcément. Le général, vous avez Guillaume, est-ce que vous pouvez nous dire alors pourquoi, d'où vient cette idée que c'est l'État? Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle est l'idéologie derrière cette croyance, cette affirmation, que vous critiquez d'ailleurs, voilà. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est l'État en France qui a créé la nation. C'est la thèse de Tocqueville dans un ouvrage inachevé sur l'Ancien Régime. Autant je dois reconnaître que Tocqueville est assez génial dans certains passages de la démocratie en Amérique, autant dans l'autre ouvrage je suis plus que circonspect. Il développe un certain nombre d'idées, notamment, vous le savez, que le jacobinisme ne serait finalement que la conséquence, ou disons que l'aboutissement de la concentration du pouvoir à l'époque moderne. Bon, là on n'a pas le temps d'en discuter, mais en une phrase, il est bien évident que la finalité du pouvoir dans l'ancienne France est une finalité judiciaire, la finalité du pouvoir dans la France à partir de l'époque révolutionnaire, c'est une finalité législatrice. Et donc par conséquent, évidemment, ce qui de loin pourrait apparaître comme étant convergent ne l'est évidemment pas. Entre un roi juge, un roi source de toute justice, on nous dit au XIIIe siècle dans les coutumiers par exemple, et puis un pouvoir dit souverain à l'époque révolutionnaire qui a pour but de formater le comportement des gens en établissant des règles législatrices, ça n'a évidemment pas le même but. Et puis il y a un deuxième aspect qui est moins souvent mis en exergue, c'est que c'est développé à l'époque moderne et c'est repris par tous les auteurs du XIXe siècle, et notamment le libéral, le conservateur qui est devenu, l'ancien légitimiste qui est devenu libéral, qui est Tocqueville, c'est que la société est supposée être le résultat d'un contrat entre individus. Donc comment voulez-vous que, il puisse y avoir une société qui sécrète et favorise un pouvoir qui, par ailleurs, je le reconnais parfaitement, va favoriser le maintien du corps social, si l'on part du principe que la société n'existe que parce qu'il y a d'abord un contrat qui crée l'État. État qui va, lui, véritablement donner vie à la société civile. En fait, cette théorie selon laquelle la société, la France est une construction étatique, c'est une théorie philosophique contractualiste développée à partir du XVIIe siècle. Voilà. Et je pense que c'est historiquement faux, en plus. C'est non seulement philosophiquement discutable, mais c'est historiquement faux.